Donc du coup, tu quittes l'anorexie Ouais. et tu arrives dans la seconde phase. Donc après, j'ai fait la seconde phase, j'étais boulimique mais hyperphage. Donc, D'accord, c'est c'est-à-dire très spécifique. oui, D'accord. la boulimie hyperphage, c'est que lorsque tu manges en très grosse quantité en peu de temps, mais que tu te fais pas vomir. Moi, par exemple, j'ai pris 10 kilos en même pas 2 mois. D'accord. Ouais, C'était vraiment, D'accord. enfin, ça a été, c'est comme une personne qui est alitée, qui est blessée et qui c'est ne bouge ça. plus, quoi. Enfin là pour moi c'est devenu vraiment cauchemardesque. Donc j'ai décidé, c'est là où je me suis rendu compte que j'avais un problème avec la nourriture. D'accord. Donc à l'époque j'avais écrit à un hôpital qui D'accord. est spécialisé dans les troubles du comportement alimentaire. Je leur avais... Excuse-moi de te couper, t'avais jamais consulté personne auparavant, forcément? Ok. Non, jamais. D'accord. Ok. Et j'avais écrit une lettre de motivation, parce qu'il fallait avoir une lettre de motivation pour rentrer dans cet institut, en leur expliquant mon problème, ce que je vivais, ce par quoi j'étais passée. Donc après un entretien avec un interne et un psychiatre, j'ai été hospitalisée pendant 3 semaines. D'accord. À l'étage des anorexiques. Alors que tu étais boulimique. Alors que j'étais boulimique. Okay. Mais c'était à l'époque, en fait, il n'y avait pas encore l'unité. Il n'y avait pas d'unité spécifique voilà, pour chaque cas. C'est ça. Et donc j'ai été mis avec des anorexiques qui m'ont appris que par exemple en ouvrant une fenêtre tu pouvais perdre des calories quand tu grelottais, qui m'ont appris à vomir, chose que je ne savais pas faire. Et en fait au bout des 3 semaines quand je suis ressortie de l'hôpital, tout le monde pensait que j'étais bien, que ça allait mieux, j'avais retrouvé un poids, j'avais perdu du poids, j'étais bien dans ma peau. Mais en fait, ce qui s'est passé, c'est que... C'était une formation intensive en fait. Voilà. C'est un peu comme la prison, là, c'est ce que tu es en train de nous dire. C'est que tu vas dans un endroit pour sortir de là, mais comme tu es avec toutes les personnes qui sont touchées et que chacun veut essayer de... entre guillemets, on va dire que les aides-soignants, les médecins, c'est un peu la police. Ils essaient de changer ce comportement et de t'interdire des choses. Et toi, tu vas à l'encontre de ça parce que forcément, tu contrôles pas cette envie. Et du coup, tout le monde cède et au final, on sort, je vais pas dire dans une situation plus compliquée, mais en tout cas, tu as eu des outils que tu aurais peut-être aimé ne pas avoir au final. Ah bah moi, la première chose que j'ai appris là-bas, c'est j'ai appris à vomir. Et du coup, je suis sortie de l'hôpital, je savais vomir. Donc je me suis dit pourquoi m'arrêter. D'accord. Donc quand je suis rentrée chez moi, la première chose que j'ai fait, je suis rentrée, j'ai mangé, j'ai vomi. Voilà. Et qu'est-ce qu'il serait bon de faire? Parce que c'est compliqué, les gens ils vont dans ce centre à la base pour se soigner. Mais est-ce qu'il y a des choses qui pourraient t'améliorer ou toi avec ton expérience pour que ça n'arrive pas? Moi j'y suis retournée parce qu'il y a 1 an, j'avais atteint vraiment un sacré degré de boulimie. Donc j'ai demandé à être réhospitalisée. J'y suis retournée, donc ça s'est très bien passé parce que c'était vraiment, là j'avais vraiment l'impression pour le coup d'être en prison parce que j'étais fliquée tout le temps. C'est une unité qui est vraiment spécialisée dans le excuse-moi, je trouve plus mes mots. C'est une unité qui est spécialisée dans l'addiction. Donc on se retrouve avec des drogués, avec des anorexiques, avec des boulimiques. C'est vraiment c'est autre chose. Donc, ils le traitent de la même façon, oui, parce qu'en fait ils partent du principe que c'est un truc du comportement. Non, et puis et on est tous des menteurs en fait. Que tu sois drogué, tu cherches menteur toujours à feinter. Voilà. Par exemple, moi là où j'étais, ils me fermaient les toilettes tout le temps. D'accord. Pour pas que j'aille vomir, pour pas que. Donc c'était vraiment c'était bien. Il y a des petites techniques qu'ils utilisent pour te bloquer. Bien sûr. On trouve une échappatoire ou non dans ces cas-là? Ah non, là pour le coup là tu trouves pas d'échappatoire. Après moi la seule chose que je regrette c'est que c'est 3 semaines. Et je trouve que 3 semaines... Tu commences à te mettre dans le bain, il faudrait peut-être plus. Ouais, parce que moi par exemple je suis revenue chez moi, je suis repartie quoi. Tout de suite après ou t'as mis le temps? Tout de suite après. D'accord. Et si ça avait duré peut-être plus longtemps, 6 semaines par exemple? Je pense que il faudrait que ça dure, moi j'aurais dit facilement 2-3 mois. D'accord. C'est horrible parce que ça m'aurait fait ne pas voir mes enfants et tout, mais bien sûr. Moi par exemple, comme je te disais, je fonctionne beaucoup au comportement, à l'affectif. Dès que j'ai une mauvaise nouvelle ou dès qu'il y a un truc qui va pas, je vais me jeter sur la nourriture. Et le fait de retrouver ton environnement, tu stresses, tu te dis il faut que je gère les enfants, ça va recommencer, il va falloir retourner au boulot et tout. Forcément tu repars dans tes travers en fait. On va pas dire que c'est ta récompense parce que c'est une souffrance, mais sur le court laps de temps où il y a la consommation alimentaire, à ce moment-là tu décroches un peu. Ça. Et après forcément tu as la chute, etc.
Parce que là, à l'hôpital, tu penses à rien. La seule chose à laquelle tu penses, c'est que le lendemain, tu vas voir l'interne, tu vas devoir lui raconter ta vie. T'as pas de pression. Et puis comme tu es en sevrage, tu vois pas le monde extérieur. C'est-à-dire que tu n'as pas le droit de voir ton entourage non plus. Pendant les 10 premiers jours, tu vois pas ton entourage. Et moi, je sais que j'en avais besoin. Personnellement, de pas entendre par exemple mes enfants crier tous les soirs, de pas... fait que tu sois vraiment dans ta bulle pour t'occuper de toi en fait. À un moment donné, prendre soin de toi, parce qu'au final quand on revient à la vie de tous les jours, on a d'autres impératifs, d'autres priorités, on s'oublie. En fait c'est ça la finalité, c'est qu'on s'oublie. Complètement. D'accord. Et du coup, faire un petit point sur où t'en es aujourd'hui, puis après je te poserai d'autres questions. Alors actuellement, je suis toujours boulimique, c'est pas passé comme ça. L'avantage, par exemple, si on prend un an en arrière, comme je te disais, c'est qu'il y a un an en arrière, j'avais vraiment atteint un stade de la maladie où je pouvais faire 10 crises par jour. J'avais un budget qui était vraiment astronomique. Est-ce que tu peux nous parler de ça un peu, parce que c'est quand même très... Enfin si tu as envie, évidemment. C'est très spécifique, je pense que les gens n'imaginent pas, parce que même moi quand tu me l'as raconté, je me suis dit, c'est possible. Tu vois, on se dit, est-ce que c'est possible? Donc moi il y a un an encore, même encore maintenant quand il y a vraiment des grosses crises, je peux dépenser 100, voire 200 euros. Moi la plus grosse crise que j'ai faite, j'ai dépensé 277 euros. C'est-à-dire que je travaille à Orsay, donc je suis pas loin de Vélizy. Et en fait, entre midi et 2, j'allais souvent à Vélizy. Et il y a un midi où j'étais incapable de me calmer. J'ai fait tous les restaurants de Vélizy. C'est-à-dire que j'ai pris partout. J'ai pris au McDo, j'ai pris au Quick, j'ai pris à Pomme de Pain, j'ai pris au Starbucks, et je suis ressortie avec une facture de 270 euros. Et ça, c'est sans pause, c'est-à-dire que tu fais un resto, bien sûr. Tu fais un resto, tu manges, tu vas te faire vomir, tu fais un autre truc, tu manges, tu vas te faire vomir. Et le problème, c'est qu'après ça, moi, quand je faisais ça, quand j'allais à V2, parce que c'était vraiment, pour moi, c'était entre guillemets mon QG, mon QG des crises, je revenais pas bosser après. D'accord, ça m'a traumatisant, ça te casse. T'es épuisé, je pense, en plus. Oui, parce que le fait de vomir tout le temps, t'es fatigué, puis t'es irritable aussi. Et c'est le fait de vomir qui te permet justement de pouvoir enchaîner, parce qu'on va dire que quelqu'un de normal va manger un repas et puis après il peut plus. Tu vois, c'est dans l'estomac, c'est dans les intestins, mais tu vois, c'est compliqué. C'est un cercle vicieux parce que tu manges, tu te dis ça y est, je peux plus, ça y est, ça va se calmer et tout, mais le fait d'aller te faire vomir, tu dis c'est bon, je peux recommencer. Et bam, tu recommences. Et donc, ça redonne l'information au cerveau aussi, ça crée cette habitude-là aussi. Mais après, et à un moment donné, tu es tellement fatigué, moi je sais qu'à force de vomir, je suis tellement épuisée que, au bout d'un moment, je m'arrête. Mais ça pouvait durer des heures. Moi, ça m'est déjà arrivé pendant une journée entière. J'arrive au boulot le matin, je suis déjà en crise parce que j'ai commencé chez moi. Et je continue toute la journée. Et est-ce qu'il y a des cycles qui s'opèrent par rapport à ça? C'est-à-dire que, par exemple, tu sais que ça va être une fois dans le mois, tu sais que ça va être une fois par semaine. C'est aléatoire. Ça peut être pendant une semaine non-stop et s'arrêter pendant 2 semaines. Il y a un an, moi, c'était tous les jours. Tous les jours non-stop. Depuis que j'ai été à l'hôpital, j'arrive à peu près, on va dire que le plus gros moment où j'ai tenu, là, c'est 14 jours. Sans faire de crise. Mais par contre, après, je renchaîne sur une semaine où c'est une catastrophe. D'accord, tu compenses quand même derrière. Mais après, après, je sais que quand je suis plus fatiguée que certains jours, je sais que je vais avoir plus tendance à partir en crise. D'accord. Quand je suis plus vulnérable, plus susceptible aussi, je sais que je vais avoir tendance à partir en crise. D'accord. Moi j'ai deux garçons qui se chamaillent énormément et au bout d'un moment je sais que quand je les supporte plus je peux être sûre de partir en crise. Dès que je vais m'énerver contre eux en fait je sais que je vais partir en... En fait tout ce qui est environnemental, tout ce qui est extérieur ça impacte directement sur ça. Et tu le sais à ce moment-là, c'est-à-dire quand tu t'énerves pour une raison X ou Y, tu sais qu'à ce moment-là, ce facteur-là, tu sais que dans ta tête tu te dis ok je vais aller en crise. Et est-ce que finalement, excuse-moi de te couper, est-ce que finalement c'est pas... ça va être particulier ce que je veux dire aussi, mais tu vas pas le chercher. Je m'explique, c'est-à-dire que tu sais que cette chose-là va créer une situation et au final, tu vas te laisser impacter par cette situation au lieu de la laisser couler en te disant maintenant je suis habitué, tu vois les enfants, ça fait du bruit, ça joue, ça crie, ça machin. Parce que tu sais que derrière, même si tout ce qui va suivre ça va être difficile, mais tu auras ce petit pic où tu sais que tu vas pouvoir consommer, tu vas pouvoir manger, tu auras ce moment-là où tu vas pouvoir lâcher parce que finalement c'est le lâcher prise que tu n'as pas à ce moment-là. C'est une question.
Alors, je sais pas si je vais répondre à ta question, mais en fait, moi je sais que par exemple, quand mes enfants se disputent, je m'énerve contre eux, je crie et tout, je vais réussir à me calmer dans l'instant. Mais en fait, comme je te disais tout à l'heure, c'est vraiment c'est comme une drogue en fait, c'est comme un drogué. À un moment donné, il y a quelque chose, moi je sais qu'il y a quelque chose en moi qui se met en place, et je pourrais te tuer pour avoir ma dose de bouffe. D'accord, ok. C'est-à-dire que je rentre vraiment dans un comportement. On peut pas t'arrêter. Non, tu peux pas m'arrêter. D'accord. C'est vraiment impressionnant. Ok. Donc, de toute façon, après, c'est comme. Là, c'est pas une addiction au sucre, mais on sait que le sucre, par exemple, il y a des tests qui ont été faits sur des souris, c'est autant voire plus addictif que la cocaïne. Ouais. Donc, forcément, si tu crées ton trouble du comportement alimentaire et que tu le lies en plus à la nourriture, je pense qu'il y a énormément de choses qui se passent à l'intérieur et du coup, c'est effectivement incontrôlable. Et si tu rajoutes en plus le côté psychologique derrière et l'addiction à la nourriture, ça fait un mélange qui est assez explosif. Et le côté psychologique, il est quand même hyper important dans cette maladie-là. Enfin, moi, je le vois parce que je suis la première impactée. Moi, je sais que le côté psychologique, le manque de confiance en soi, ça, c'est des choses vraiment qui... Tout le travail sur soi au préalable, quoi. Okay. Ça. Dès qu'il y a une cassure à un endroit dans l'esprit de la personne, on va être assujetti à ça et ça peut se déclencher, comme tu nous l'expliques un petit peu. Tu sais, moi, j'ai un petit garçon qui a 11 ans. D'accord. Et il connaît ma maladie, il sait ma maladie. Et moi, il m'a dit quelque chose il y a pas longtemps. Il m'a dit mais moi, tu sais, maman, j'ai pas envie de grossir parce que je veux pas avoir un gros ventre comme mon papy. D'accord, ok. Oui, et tu sens déjà. Tu vois, tu te dis merde, enfin. D'accord. Tu te dis, il a 11 ans. Et moi, je suis incapable de lui. Donc, et mon fils de 11 ans, je peux pas lui dire quoi que ce soit parce que moi, je suis moi-même, je suis là-dedans. D'accord. Donc après, c'est ça qui est compliqué à gérer. D'accord. Et comme je te disais aussi, c'est un peu comme une personne qui est dans la situation, par exemple le papa qui fume et qui va dire à son fils arrête de fumer. C'est compliqué, même si c'est des cas complètement différents, mais ça reste une addiction, de transmettre un message quand toi-même t'es concerné. Ouais. Donc après, dans ces cas-là, il faudrait voir dans son entourage, le mari, les frères, les enseignants. Est-ce que d'ailleurs toi, c'est une question que je vais te poser, les gens sont informés par exemple dans ton travail? Ou est-ce que tu le... Alors moi, il y a 2 ans, j'ai un peu pété un plomb. C'est sorti comme ça à mon travail, c'est sorti d'un coup, j'en pouvais plus en fait, j'étais fatiguée parce que j'arrêtais pas de vomir et en plus c'est particulier parce qu'on a des toilettes communes qui sont sur le palier et tout. Pause. Et... Désolé, t'inquiète. C'est les aléas du direct. Mais comme t'as coupé au bon moment, c'est bon. Et il y a une de mes collègues qui est sortie et qui a dit ça sent le vomi, ça pue dans les toilettes. Et j'ai dit c'est moi. D'accord. Et ma madame me dit t'es malade et tout. Je dis ouais, je suis boulimique, je me fais vomir. D'accord. Et là, c'est la première fois que j'en ai parlé. Et après, en fait, par exemple, moi après, j'ai continué à en parler à mon travail. Par exemple, je ne vais pas manger, on a souvent des événements, galettes des rois, des déjeuners interservices où chacun ramène sa bouffe. Moi, tu me laisses là-dedans, c'est un carnage. Tout ce qui est buffet. Du coup, il t'accompagne un petit peu par rapport à tout ça? Du coup, moi, c'est simple. Quand il y a de la bouffe, en général, ils évitent de m'en mettre à portée du nez. Sauf quand ils m'ont fait des cadeaux et tout. Mais sinon, oui, par exemple, je vais pas manger avec mes collègues le midi où c'est très rare parce que sauf événement. Mais sinon, je vais pas manger avec eux, mais ils le prennent pas mal. Avant, ils comprenaient pas, maintenant ils savent pourquoi. Du coup, tu manges où le midi, toi? Tu manges toute seule? Alors voilà, moi je mange toute seule dans mon bureau. D'accord, t'as ton truc, tu manges ta bouffe. J'ai mon truc et je mange toute seule dans mon bureau. Parce que si tu pars dans un resto, c'est compliqué. Les restos, c'est compliqué. En général, je pars souvent en crise, mais le pire, c'est les buffets. Moi, je me souviens toute ma vie du mariage de ma belle-mère. Ça a été un carnage. J'ai mangé, je crois que j'ai mangé pour tous les amis. Et est-ce que tu savais que tu allais faire un carnage avant d'y être? Tu t'es dit ok, il va y avoir ça, tu dis ok. Moi je sais très bien que de la bouffe à volonté, c'est fini. Enfin, tu rentres là-dedans, puis tu commences, et puis après, t'arrives plus à t'arrêter, quoi. D'accord, ok. Est-ce que tu voudrais rajouter un petit mot par rapport au fait qu'on n'en parle pas forcément assez, etc. Moi, je trouve que ce que tu fais là, le sujet que tu traites là en ce moment, c'est un bon sujet. Parce que moi, en tant que boulimique, par exemple, j'arrive maintenant aujourd'hui à me rendre compte quand je côtoie une personne, si elle a des problèmes du comportement alimentaire ou pas.
Et je trouve que c'est quand même important d'en parler parce que mine de rien, les réseaux sociaux, parce que moi je suis tombée là-dedans à cause des magazines, à l'époque c'était internet et tout, mais je trouve que les réseaux sociaux, tout ce qui est Instagram, tout ce qui est Facebook, tout ce qui est télé, tout ce qui est, enfin tout ce qu'on a au jour d'aujourd'hui, c'est quand même hyper dangereux parce que inconsciemment, on se compare toujours à quelque chose ou à quelqu'un. Et moi, à mon époque, fallait être toute maigre, sinon on n'était pas dans le moule. Aujourd'hui, il faut avoir des grosses fesses, des gros seins, pas de ventre, il faut être taillé en V, il faut manger si, parce que maintenant c'est la mode du vegan, c'est la mode du... Tu rentres dans des trucs et c'est horrible. Et quand je vois toutes ces filles sur Instagram qui te disent comment bouffer, quoi acheter, machin... Mais tu te dis, non, c'est pas vrai. Moi, je l'ai redécouvert à l'hôpital il y a 1 an. Bien manger, ça signifie pas forcément manger vegan. Après, c'est un état d'esprit de vouloir manger sans viande et tout. Mais personne ne te demande de manger des pâtes sans gluten parce que c'est mieux, parce que ça fait pas grossir. C'est ton avis, ton propre avis, c'est ta culture, tes expériences. Il faut pas imposer ou dire que c'est ça. Il faut pas donner sa vérité, entre guillemets, parce que ça reste sa vérité, c'est pas une vérité générale. Parce que tu vois, par exemple, toutes celles... moi, je me souviens au début, quand j'ai voulu... tomber un peu là-dedans. Tu vois toutes les filles par exemple qui te mettent des bol cakes le matin au petit déjeuner, mais c'est hyper... Moi je me souviens à l'hôpital, la nutritionniste elle m'a dit mais vous vous rendez pas compte le nombre de lipides qu'il y a dans votre truc. Elle a dit c'est plus gras et plus calorique de bouffer un truc comme ça que de manger du pain, des tartines avec du beurre et de la confiture. Après tout dépend aussi, parce que moi je fais les bol cakes aussi, dédicaces. Mais ça tout dépend ce qu'on met dedans aussi. Voilà, si ce c'est que tu mets dedans, avec un peu de miel... mais après quand tu rajoutes tous les machins et tout, tu mets ton machin. En plus beaucoup de gens rajoutent aussi des compléments alimentaires aussi. Donc tout ce melting pot mélangé, ça fait une grosse charge pour le corps dès le matin en plus. C'est ça. Et donc après c'est vraiment important de, comme on disait, il faut vraiment être bienveillant envers soi-même et essayer de connaître son corps. Moi c'est quelque chose que j'ai appris à l'hôpital et que j'essaye vraiment d'apprendre et de travailler avec moi, c'est d'apprendre à connaître mon corps. C'est-à-dire que ton corps, c'est pas parce qu'il va te dire j'ai envie d'un McDo qu'il faut que tu dises non c'est mal. Tu peux manger de temps en temps un McDo, tu sais très bien que tu n'en mangeras pas tous les jours. Il y a beaucoup aussi de gens qui tombent dans ces travers-là parce qu'ils se frustrent énormément. Et donc la boulimie, Je pense que c'est ça le pire d'ailleurs, c'est la frustration, c'est qu'on est d'un côté appelé par tout ce qu'on voit partout, les pubs, etc. à la télé pour surconsommer. De l'autre côté, on se dit on se plaît pas parce qu'on a une mauvaise image de nous, donc on va se restreindre et forcément quand on est dans la restriction, à un moment donné on explose et boum, et du coup à force de faire ça dans un sens et dans l'autre, ça peut amener à des dérives forcément d'ailleurs comportementales. Donc non, c'est vraiment important et puis de veiller même à son entourage. Moi je sais que je le vois quand une personne elle sort, moi j'avais une collègue à moi par exemple, elle était comme moi avant, dès qu'on mangeait, elle sortait de table, elle allait tout de suite aux toilettes et je savais qu'elle allait vomir, tu vois. Bien sûr. Donc t'as des choses comme ça, quand tu vois qu'une personne par exemple elle passe son temps à trifouiller son assiette, tu la vois. Quand elle va trier chaque grain de riz, chaque... Ouais, mais en fait, elle papote avec toi pendant le repas, mais tu vois qu'elle touche pas fort. Enfin, tu t'en rends pas compte au début, mais au fur et à mesure que tu manges avec elle, tu te rends compte qu'en fait, elle triture son assiette, mais elle mange pas. Mais c'est intéressant ce que tu dis parce que, après ça remonte il y a très longtemps, mais je pense que, tu vois, inconsciemment, j'ai des souvenirs et j'ai peut-être vu des gens faire ça. Sans m'en rendre compte, sans me poser une question à un moment donné. Et en fait, elle bouge le truc, elle bouge le machin. Tu dis, si elle a mangé moi j'ai pas trop faim. Et en fait, tu te rends compte que déjà on est dans une dérive, quoi. Si tu vas au restaurant pour pas manger, c'est qu'il y a un petit souci quelque part. Et pour le mot de la fin, quel message tu pourrais donner aux gens qui vont regarder cette vidéo? Bon, tu en as donné déjà pas mal de messages, pas mal d'informations, mais s'il y avait 2-3 conseils pour les gens qui sont touchés, dans un premier temps, et pour les gens aussi qu'on veut protéger, pour justement pas rentrer dans ces dérives-là, parce que pour en sortir c'est très compliqué. Qu'est-ce que tu pourrais donner comme conseil, comme message, comme information? Alors moi je pense qu'il faut pas avoir peur d'en parler, parce que moi pendant très longtemps j'ai eu peur d'en parler, ça a beaucoup affecté mon couple, parce que c'était vraiment une prise de tête constante avec le père de mes enfants. Et le jour où j'ai décidé d'en parler et de dire ouais ok c'est bon, je suis malade, j'ai vraiment cette maladie-là, je sais que ça m'a beaucoup aidée.
il y en a énormément, des gens qui souffrent de cette maladie-là, de tout âge. Moi, j'ai vu à l'hôpital, enfin, c'est voilà. Moi, je me suis rendu compte à l'hôpital, grâce à l'hôpital, que j'avais eu de la chance d'avoir une vie de famille et d'avoir un travail, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui ne peuvent plus avoir d'enfants. À cause des pertes de règles, c'est ça ? À cause des pertes de règles. On peut en mourir, que ce soit de la boulimie et de l'anorexie, ce sont des maladies qui sont très graves parce que le fait de ne pas s'alimenter, le fait de vomir aussi à répétition, ça crée beaucoup de carences. Ça crée énormément de carences. Moi, on me l'a souvent répété, j'ai eu quand même énormément de chance d'avoir 2 enfants. J'ai de la chance aussi d'avoir un travail qui accepte ma maladie parce que c'est pas donné à tout le monde. Et c'est pour ça qu'il ne faut vraiment pas avoir peur d'en parler et il faut arrêter aussi de regarder tout ce qu'on voit sur Instagram. Maintenant, c'est la mode du version normale et version Instagram. Alors franchement, regardez plus les trucs comme ça parce que c'est vraiment la réalité. Le réalité vs Instagram. Instagram, ils prennent tous les positions et tout. Enfin, faut pas se fier à tout ce qu'on voit. Vous regardez les personnes... Moi, quand je suis sortie de l'hôpital, la première chose que j'ai faite, j'ai regardé les gens dans la rue. Et au final, tu te dis, finalement... C'est pas ce que tu vois sur les réseaux sociaux. C'est pas ce que tu vois sur les réseaux sociaux. Et ça, il faut vraiment prendre conscience. Le problème sur les réseaux, pour faire un petit point là-dessus rapide, parce que moi, je les ai pas mal expérimentés. Et d'ailleurs, j'ai beaucoup de mal avec ça. C'est pour ça que je suis un peu plus sur YouTube maintenant. C'est que les gens ont cherché la meilleure photo, les meilleurs filtres. Et tout ça parce qu'ils ont vu que l'autre personne à côté avait encore une meilleure photo, des meilleurs filtres, ils vont chercher les likes. Et c'est même prouvé psychologiquement, c'est même prouvé scientifiquement qu'il y a une action psychologique sur le fait de recevoir des notifications, de recevoir des likes, etc. Et tout ça pour se gratifier parce que finalement on a un manque de confiance en nous. On se rend compte qu'une personne qui est bien dans ses baskets, qui est équilibrée, qui est bien dans sa peau, elle a pratiquement pas besoin de ça, ou elle va le partager avec ses amis. Mais quand on a besoin de se faire aimer via les réseaux, c'est que déjà on est dans une dérive et du coup il faut faire très attention parce que ça peut emmener, on l'a vu à l'anorexie, à la boulimie, mais à plein d'autres dérives psychologiques. C'est comme là on le voit, je crois c'est la dysmorphie, je crois que c'est comme ça qu'on appelle ça. Ça touche pas mal de gens aussi en musculation. Les personnes se sentent très maigres alors qu'elles sont super bodybuildées. Et du coup il y a plein de dérives et du coup il y a des personnes qui vont après prendre des produits dopants, s'abîmer la santé, même mourir. Et du coup ça devient problématique. C'est ça. Donc c'est vrai qu'il faut alerter les gens, les avertir. Les réseaux sociaux c'est bien, ça permet de partager des choses. Maintenant il faut essayer de rester dans le vrai, c'est-à-dire vous postez des vraies choses qui vous touchent et qui sont réelles et intéressez-vous à des vrais comptes aussi et pas à des gens qui vendent du rêve parce que ces mêmes personnes-là sont des fois malheureuses. Il y a des gens qui sont exprimés aussi, des très grandes Instagrammeuses ou Instagrammeurs qui avaient des millions d'abonnés, qui ont finalement fait des dépressions, qui ont fermé leur compte, parce qu'au fond elles se disaient mais c'est pas ma vie. Tu vois, elles sont surmaquillées, elles montrent pas leur vrai visage, il y a plein de choses qui se passent aussi. Sur les réseaux sociaux, tu montres que ce qui va bien en fait, montres pas... Tout est cool. Tout est beau et il y en a plein qui disent putain j'aimerais bien avoir sa vie et au final tu dis sa vie elle est pas kiffante. Comme tu disais tout à l'heure, en fait c'est très intéressant parce que tu parlais d'addiction et que tout le monde était des menteurs. Tu vois, mais en fait c'est un peu la même chose, c'est-à-dire que sur Instagram aussi, les gens vont mentir, mais le risque c'est qu'au final, comme ils mentent, les gens qui sont autour d'eux vont pas les chercher à savoir si ça va bien, puisque il part en voyage, il fait ci, il fait ça, tout va bien pour lui. Alors que si la personne peut-être disparaissait un temps, peut-être montrer des choses un peu moins glorieuses, peut-être qu'on viendrait la voir et en lui parlant, en lui disant qu'est-ce qui va pas et on pourrait peut-être l'aider à ce moment-là. C'est ça. Ok. Bon je pense que c'était très instructif comme vidéo. Merci infiniment Blandine pour cette intervention. Merci beaucoup de m'avoir. Je pense qu'on fera d'autres, avec grand plaisir. Je pense qu'on fera d'autres formats comme ça. Peut-être qu'on réinvitera Blandine aussi pour parler du sujet ou voir aussi. Je vais essayer de voir si autour de moi je connais des personnes qui s'en sont véritablement sorties. Tu me parlais d'un bouquin. Peut-être que tu peux éventuellement le mettre en avant. Il y a un bouquin, je sais plus comment il s'appelle, mais c'est un ancien animateur sportif. Guy Carlier. C'est Guy Carlier qui était hyperphage et qui s'en est sorti grâce au docteur Jean-Michel Cohen. Donc ils ont coécrit un livre ensemble. Donc la première partie c'est Guy Carlier qui explique comment il était, comment il s'en est sorti et tout. Et Jean-Michel Cohen qui explique comment il a réussi à l'accompagner, à lui faire perdre l'équilibre. Donc je sais que lui s'en est sorti. D'accord. On le mettra en dessous de la vidéo dans les notifications, dans les commentaires, dans la description. Et puis, comme à chaque fin de vidéo, je sais pas si tu connais le slogan. Non. Tu vois un slogan, on doit dire on n'oublie pas, on reste motivé et surtout, on passe à... Tu dois le connaître, t'es obligé. À l'action. D'accord. On passe à... L'action. À l'action.